Salut à tous, il est 11h et quelques minutes. On se retrouve pour la quotidienne de Roue Libre, les amis. C'est un grand jour. Aujourd'hui, l'équipe est à nouveau reformée parce que Robin est de retour. Comment vas-tu, Robin? Ça va. Un petit peu bronzé. Ouais, c'est bronzé, t'es très gentil. C'est un Rouge que Hollandais. bronzé. J'ai pris le soleil comme un mec qui le prend jamais et qui part en échappée et qui prend une grosse fringale très très rapidement. Ça sent la bonne sieste sur la plage. Que ça, Paul, on connaît ça aussi. La bonne sieste sur la plage avec beaucoup de soleil sur le Tu front. sais que j'adore ça, Joseph, en plus. Les siestes sous le soleil, sous la plage. Non, moi, pas de soleil ce week-end. La froideur et l'ombre du studio Roue Libre pour pouvoir vous donner les petites Je veux rassurer. analyses de ce qui Un s'est petit passé dans les parasol Pyrénées. comme Tony Galopin, on prend. Un petit parasol, mais plutôt au-dessus de nos têtes que dans les boyaux. Je veux rassurer tout le Dans monde. les rayons, plutôt. J'ai tout vu sur la plage. J'avais le téléphone et j'ai rien loupé. Très Ah bien. ouais, voilà. c'est vrai. En plus, il n'y a pas souvent de 4G par contre, mais Ça allait, là ça allait, franchement. Ok. Bon bah, j'espère de toute manière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Débrief évidemment de l'étape de Foix et la victoire de Simon Yates, la deuxième victoire. Débat qui va gagner le Tour de France. Le classement général est très très resserré. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On va dire voilà qui est notre favori pour le Tour de France désormais. Pas de preview, c'est la deuxième journée de repos ce lundi. C'est pour ça qu'il y a écrit étape 15 que Polo a souhaité laisser. Choix éditorial Chatroom. fort. Choix éditorial fort, exactement. Ça, c'est important parce que tout le monde le remarque. Tout le monde se demande pourquoi il y a encore écrit étape 15, Polo et tout. C'est ça. Donc voilà, désormais, on l'explique. Chatroom, et on terminera bien évidemment par le quiz comme d'habitude. Sache que Robin, quand tu n'étais pas là, il y a eu 2 points marqués pour toi. J'ai envoyé des très très bons lieutenants. C'est clair, ça. c'est ce que j'ai dit. Bravo. C'est des qualités de quiz. En fait, non, c'est juste pas les autres qui sont forts, c'est juste moi qui suis une énorme merde en fait. Oh, Mais non, là, Polo, dis pas ça. De toute façon, le quiz des Champs-Élysées il vaut 45, donc tout refaire sur le dernier jour. J'y pensais en arrivant, je me suis dit de toute manière, le dernier quiz, il va être salement incroyable. Donc voilà, vous avez le programme désormais, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti pour le récap. C'est Simon Yates qui a remporté sa deuxième étape du Tour de France. Il l'a remporté devant Thibaut Pinot et Mikel Landa. Voilà, ils sont arrivés à 33 secondes. Et Thibaut Pinot continue à gratter du temps, à gratter des places. C'est rassurant de le voir à ce niveau-là, Paul, surtout un lendemain d'effort comme il l'a fait au Tourmalet. Ouais, non, mais attends, c'est pas rassurant, c'est beaucoup plus que rassurant. C'est là, on commence vraiment à se dire, on l'a entrevu au Tourmalet, là, avec la défaillance au moins au milieu du col de Geraint Thomas après l'accélération de Thibaut Pinot. Là, on se dit, on rentre plus dans la même catégorie. Hier, on était un peu encore dans le romantisme, dans la belle victoire d'étape. Aujourd'hui, hier, il a couru comme quelqu'un qui veut remporter ce Tour de France, qui est persuadé de pouvoir le faire et qui se donne au max pour ça. Et en plus de ça, maintenant, il sait aussi que c'est le plus fort en montagne. Alors, sur ces Pyrénées, c'était une vérité. On verra sur les Alpes, à mon avis, notamment avec un Geraint Thomas qui semble monter en puissance, mine de rien, depuis 2 jours. Ça va être un peu plus compliqué de faire des écarts. Mais pour l'instant, Thibaut Pinot est le plus fort de ce Tour de France et de loin, quoi, de très très loin. Robin. Ouais, il a changé la physionomie de ce Tour de France en 2 jours finalement. Il a fait un très bon chrono vendredi, mais surtout sur ces 2 étapes pyrénéennes, sur ces 2 arrivées au sommet. On le croyait outsider en lice pour un podium parce qu'il paraissait très fort. C'est bon, il est de nouveau dans la course pour le maillot jaune, alors qu'il y a une semaine, on l'enterrait, moi le premier, et j'en suis très heureux de le voir là où il est. Il a renversé tout, et je pense que en tant qu'observateur, on ne s'est pas autant emballé sur un Tour de France depuis bien des années. Et moi, à titre personnel, et je pense que de notre génération, c'est un peu pareil pour tout le monde, on n'a jamais vu un Français dans une telle position à la deuxième journée de repos. On n'a jamais vu des Français autant dominer le Tour de France comme le font Alaphilippe et Pinot depuis 2 semaines maintenant. Donc ouais, on a encore eu une étape incroyable hier, dans la lignée de celle du Tourmalet, dans la lignée du contre-la-montre, qui nous ont enthousiasmés à fond. Et Polo, tu parles du niveau en montagne. Je me rappelle, il y a quelques jours avant les Pyrénées, quand on parlait de ce qui arrivait, je parlais d'un niveau très homogène, un peu comme l'année dernière, où on avait 4 mecs qui avaient beaucoup de mal à se lâcher. Finalement, cette année, on a un niveau homogène, à part Pinot, qui est clairement une jambe au-dessus de tout le monde, qui l'a montré au Tourmalet, qui l'a remontré à Pardalbi. Et derrière, on tire tous la langue pour essayer de limiter la casse sur Thibaut Pinot. Mais ouais, il a marqué les esprits très très fort ce week-end. D'abord au Tourmalet, mais finalement, foncièrement, les écarts ils sont encore plus importants hier à Pardalbi. Julien Alaphilippe a lui terminé 11e de l'étape, on ne le voit pas dans ce top 10. Polo, il a perdu du temps, il a montré une première fois ses limites, mais il conserve encore son maillot jaune avec une marge de 1,35. Oui, clairement, il fait pas, mine de rien, physiquement, il fait pas une mauvaise étape hier. C'est plus peut-être une petite erreur stratégique qui l'a forcé à suivre Bourgman, Bernal et Pinot. Peut-être qu'il aurait mieux fait de rester dans la roue de Geraint Thomas et de Wout Poels, qui aurait fait le train pour lui, sachant que la Sky, c'est ce qu'elle fait. Surtout s'il était
pas aussi bien qu'il l'était la veille. Peut-être erreur stratégique, mais dans des proportions qui restent vraiment correctes. Il finit pas très loin de Geraint Thomas notamment. Il a encore une belle minute 30 d'avance avant les Alpes. Bon, les Alpes, il y a vraiment de souffrir parce qu'il y a quand même 3 étapes vraiment très difficiles, notamment avec une altitude qui n'est pas la même, notamment que celle qu'on avait hier. Mais voilà, il est là où moi j'avais dit qu'il le perdrait aujourd'hui, ce maillot. Le fait est qu'il nous surprend jour après jour. Et même si hier il a un peu galéré, ça reste exceptionnel ce que fait Julien. En plus, il était seul avec lui-même parce que Henrik Mas a très rapidement sauté, mais il a tenu, il était avec les 7 derniers, Robin. Ouais, c'est ça, c'est un peu la surprise. Moi, je suis très très surpris de ce que fait Alaphilippe. Je suis un peu moins surpris de voir Henrik Mas pas au niveau parce que je m'attendais pas à ce qu'il bagarre réellement avec les meilleurs. Mais Alaphilippe, il paye les efforts des 10 premiers jours où il n'était pas dans une il générale. l'a dit effectivement, il a dit voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, je suis déçu, je suis pas déçu, pardon, juste complètement épuisé. Ce n'est pas une surprise pour moi de craquer face au meilleur grimpeur. Après l'étape d'hier où j'ai vraiment puisé dans mes réserves, je suis cramé. En tout cas, il a montré ses limites et c'est peut-être un peu rassurant aussi de voir Alaphilippe. Bien sûr, c'est normal. De toute façon, on savait que ça allait arriver à un moment. Il a emmené des sprints pour Viviani. Il a créé la bordure à Albi. Il a fait des efforts qu'un mec qui joue le général ne doit pas faire. Le problème, c'est qu'à l'époque, alors je sais pas aujourd'hui quelle est sa philosophie, mais il y a une semaine, il pensait pas au classement général. Aujourd'hui, peut-être qu'il se dit qu'il y a une place à aller chercher et une opportunité à pas gâcher. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que les Alpes arrivent, tu le dis Paul, ça va être très très dur, mais aujourd'hui c'est repos, demain c'est sprint, après-demain c'est une étape malgré tout tout à fait gérable pour un Julien Alaphilippe. Donc il a 3 jours là pour se requinquer un peu. Bien sûr qu'il est censé perdre ce maillot jaune, mais il est devenu en tout cas un outsider, ce qu'il n'était pas il y a quelques jours. Et franchement, avec ce qu'il nous a montré ces derniers jours, moi j'avais dit qu'il le perdrait au Tourmalet, j'étais sûr de moi. Il fait 2e au Tourmalet derrière Thibaut Pinot. Je veux dire, du coup aujourd'hui, dire il va le perdre à coup sûr à Valoir ou il va le perdre à coup sûr à Tignes, bah, franchement on n'en sait rien parce qu'il est en train de faire des trucs qu'on n'avait absolument pas prévus. Et puis même si toi, tout le monde le dit que c'était attendu, même lui il le dit, et au final quand tu lis ses déclats et que tu te dis et que tu le vois lire que c'est normal qu'il perde le rythme, que c'est normal qu'il va perdre ce maillot jaune, que c'est normal qu'il se fasse battre par les meilleurs grimpeurs du peloton, et tu t'es prêt à y croire en fait un peu pour Alaphilippe, même inconsciemment. Et le fait de voir qu'il finalement que oui, qu'en montagne il est loin des meilleurs et c'est normal, et tu t'es déçu. Mais si tu savais que ça allait arriver. Il est loin hier, alors qu'au Tourmalet il est 2e plus fort. Hein. Il faut savoir aussi que les Alpes, j'ai l'impression que c'est quand même un nouveau Tour de France qui commence avec des favoris qui sont tous serrés, qui sont plus ou moins neutralisés depuis ce début de ce tour. Ils sont 4 en 40 secondes, 5 en 40 secondes. C'est pour ça que j'attends avec impatience, Polo, vos réponses sur cette question-là. 3 étapes tellement difficiles, beaucoup d'altitude, beaucoup de dénivelé. Là, pour moi, c'est vraiment un autre Tour de France qui commence. Egan Bernal est arrivé 5e, il a perdu 20 secondes sur Pinot. Geraint Thomas, lui, il est arrivé 7e, il a perdu 49 secondes. Du coup, voilà, on peut parler du Team Ineos. Il y a une déclaration de Geraint Thomas. Geraint Thomas qui dit c'était une grosse étape comme celle d'hier du Tourmalet. Il parlait j'avais reconnu cette montée finale et j'ai souffert. C'est dommage d'avoir perdu du temps, mais c'est très difficile. J'ai essayé de suivre Egan. Je n'ai pas senti que ça allait être compliqué. J'ai senti que ça allait être compliqué tout de suite, pardon Robin. Le Team Ineos, prend des petits coups, mais est encore là. Ouais, ils ont pris quand même des gros coups. Surtout que quand plus sur le Tourmalet que celle du foie de Pradalbi. Hier, tu as Bernal qui sauve les meubles, mais Thomas, il perd beaucoup plus hier qu'au Tourmalet. Il perd 50 secondes hier, enfin 46 sur Pinot avec la Bonif. Il avait perdu moins au Tourmalet. Il a perdu 45 secondes au Tourmalet. Non, il perd 45, mais il perd plus hier, voilà. Ou la même chose sur une étape sur un. C'est la même chose, ouais, c'est la même chose. 49 secondes hier, 45 secondes au Je m'embrouille un petit peu, mais du coup, c'est pas forcément plus rassurant hier qu'il y a 2 jours. Et c'est surtout qu'on compare forcément ça à ce qu'on a l'habitude de voir de l'équipe Ineos, anciennement Sky, et perdre du temps en fait en montagne, ça leur arrive pas normalement. Donc à partir de là, c'est forcément inquiétant parce que c'est pas dans leurs habitudes. Ça veut pas dire qu'ils gagneront pas le Tour, mais ça veut dire que ce qui se passe c'est inhabituel et que ça remet tout en question forcément. Après, Geraint Thomas, on va pas faire le débat avant, mais il y a aussi une question de rythme, notamment avec le fait qu'il n'ait pas bien performé cette année, qu'il n'ait pas couru à très haut niveau cette année. Il devait le faire sur le Tour de Suisse, il n'a pas pu le terminer. Donc voilà, il était dans le dur au Tourmalet, il était dans le dur au début de cette arrivée à Pradalbi hier, mais il a très bien fini cette étape. Et
qui me fait dire quand même, c'est qu'à mon avis, dans les Alpes, ce sera un autre Geraint Thomas. Là, aujourd'hui, il a dit à moitié, il a dit qu'il aurait pu suivre Egan Bernal un peu au bluff. Parce qu'il faut le croire. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils font croire. Ça, j'y crois pas du tout. Mais ce que je crois, par contre, c'est que Geraint Thomas risque d'être à un bien meilleur niveau dans les Alpes. On peut parler de Simon Yates tout de suite. Simon Yates qui, lui, était dans l'échappée du jour. Alors, Polo, c'est vrai qu'hier, on en a parlé. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait encore une fois la forme, qu'il puisse encore une fois aller chercher une étape. Mais il a été impressionnant et il est allé la chercher à la pédale parce que ça revenait très fort derrière Thibaut Pinot et Mikel Landa aussi. Ils sont bien sortis du groupe des favoris et lui, il a résisté. Ouais, et malgré son Giro, finalement, ce qu'on se disait, c'est que peut-être que la Mitchelton Scott s'est trompé de leader sur ce tour, avec un Adam Yates qu'on aurait pensé plus fort, un Simon Yates qu'on voyait vraiment dans ce profil-là, coéquipier, chasseur d'étapes. Le fait est que Simon Yates, pour faire ce qu'il a fait en l'espace de 3 jours là, c'est qu'il a de très très bonnes jambes. Alors après, maintenant, il nous dit qu'il est cramé. On va voir ce qu'il fera dans les Alpes. Mais rien que là, son Tour de France est plus que réussi. Et surtout, il est très très fort. Il est très très fort parce que sur un Landa, qui est un des favoris à la pédale, il ne perd rien du tout sur cette dernière montée. Sur Thibaut Pinot, c'est différent. Mais même sur les autres leaders, il ne perd pas grand-chose. Ça veut dire qu'on a affaire à un Simon Yates qui était en plus dans l'échappée toute la journée. Un Simon Yates vraiment très très fort. Bien sûr. Robin. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il sait courir, ce bonhomme. Et alors, on le savait, mais on a, je pense, parfois tendance un peu à le sous-estimer. On l'a vu sur l'étape de Bagnères de Bigorre. Il fait de la différence. Il a un Matteo Trentin, mais il s'en occupe pas vraiment. Il joue pour lui et il joue bien. Le sprint, il le gère parfaitement. Contre des clients en plus. Voilà, et hier c'est pareil à Pradalbi. Alors c'est un peu plus facile à lire, j'ai envie de dire, parce que c'est une arrivée au sommet. Donc si t'es le plus fort, tu gagnes, on va dire. Il était le plus fort de cette échappée, c'était assez clair, mais il a encore une fois senti la bonne échappée. Et puis il a bien géré son coup, encore une fois. Voilà. Après, pour le général, je pense, Polo, qu'ils ont bien fait de ne pas miser sur lui. Même si Adam Yates n'est pas au niveau attendu, ça n'empêche que Simon, en sortie de Giro, ça n'aurait pas été la même chose. Là, il a quand même eu 10 premiers jours jusqu'aux Pyrénées. Il n'a pas mis un coup de pédale inutile. Il s'est pas replacé. Il en avait rien à faire de prendre des bordures, de rater son chrono, de pas être au top à la planche des belles Adam filles. Yates avait été rassurant Donc, avant le Tour voilà. de France aussi. Donc, non, oui, vraiment, c'est très bien qu'il l'ait utilisé de cette façon-là, parce que c'est comme ça qu'il a pu aller chercher ses étapes. Et si tu demandes à Simon Yates de jouer le général sur ce Tour de France, je pense qu'il se rate aussi. Donc voilà, ils l'ont bien utilisé et au moins ça compensera. Si Adam Yates ne fait pas une meilleure traversée des Alpes que des Pyrénées, ils auront malgré tout un Tour de France assez réussi du côté de Mitchelton. C'est quand même impressionnant, Simon Yates, parce qu'il rate 2 Giro de suite. Il est au fond du trou, en quelque sorte, Paul. Mais à chaque fois, l'année dernière sur la Vuelta, cette année sur le Tour de France, il répond à nouveau présent. C'est signe d'un mental hors norme. Signe d'un mental hors norme et signe d'un mec qui a des jambes de feu depuis 2 ans maintenant. Il dit qu'il est un petit peu fatigué quand même. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a eu une extinction des feux terrible au Giro l'an passé. Mais voilà, au final, l'étape de Pradalbi d'hier, elle correspondait vraiment aux pentes et au profil de course qu'il a eu sur la Vuelta, dans lesquelles il a fait de belles différences l'été dernier. Donc, il dit voilà, je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était une journée très difficile du début à la fin. J'ai essayé de courir de manière agressive. Je suis vraiment très heureux, très fatigué. Il reste des occasions. Quand il dit il est agressif, c'est vrai qu'il a ce côté attaquant, Simon Yates, voilà, qu'il a toujours revendiqué. Et même sur le Giro, il a toujours assumé surtout. C'est sûrement pour ça qu'il perd le Giro. Hein. Sa chasse aux victoires d'étape, il gagne 3 étapes. On se rappelle sur le Giro 2018. Il voulait accroître son avance tous les jours et c'est sûrement ce qui lui fait défaut dans les 2 derniers jours où il perd ce maillot et où il a une énorme défaillance. Mais voilà, c'est sa façon de courir et je pense qu'on a assez critiqué des coureurs qui n'osent pas et qui défendent timidement une place d'honneur au général pour au moins réussir à apprécier que d'autres fassent le spectacle un peu plus. On avait parlé de cette étape dans la preview des Pyrénées. Beaucoup disaient que cette étape pouvait être une des étapes les plus dures du Tour de France. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tracé globalement ? Est-ce que vous trouviez que la montée du Pradalbi, notamment, il n'y avait personne ? C'était assez étonnant la comparaison avec le Tourmalet par exemple. Non, le tracé était bon, mais encore une fois, au-delà du tracé, moi, c'est les coureurs et la manière dont les coureurs courent qui fait que ces étapes et que ce Tour de France est très cool. Le tracé est bien, certes, il peut permettre de faire de belles choses, et les belles choses, elles ont été faites. Ça n'a pas toujours été le cas sur des tracés qui pourtant étaient. C'est Pinot qui décide d'attaquer à 6 km de l'arrivée. Quand Pinot décide d'attaquer, quand Quintana, Dan Martin, Yates et tout décident de prendre une échappée au long cours pour essayer de rattraper leur tour, quand Alaphilippe attaque en première semaine un peu partout, c'est ça qui fait que ce Tour de France est aussi beau. Et bien sûr, ils avaient le tracé pour le faire, mais ils l'ont fait. Et ça n'a pas toujours été le cas les années précédentes. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Les Pinot, et s'il n'y avait pas Pinot et Alaphilippe, je ne suis pas sûr qu'on vive le même Tour de France.
Bah, bien sûr, Polo met le doigt là où il faut parce que si tu. Je déteste ces expressions, c'est impossible de rester sérieux. En plus, moi je le dis sans arrière-pensée, tu pouffes, tu me fais sortir de ma phrase. Non, mais bien sûr, Polo a raison parce que hier, si les favoris se regardent en chien de faïence et attendent le dernier kilomètre pour attaquer, ça nous fait une étape finalement banale. Et c'est Thibaut Pinot qui, alors que c'est pas forcément prévu, voit que les autres ont peut-être plus mal aux jambes que lui, voit qu'il a Reichenbach à l'avant, que Gaudu fait un gros travail et qui prend ses responsabilités, qui se dit voilà, on l'avait pas dit au briefing ce matin, mais faut en profiter, il y a une opportunité, on y va, et il reprend du temps à tout le monde, donc c'est super bien joué, mais il fallait à un moment sortir des schémas préétablis, et là ça repose sur les coureurs bien sûr. Et puis merci aussi à la Movistar qui accélère dans l'étape du Tourmalet dans le Soulor et qui hier tente des belles stratégies, notamment avec un Landa qui est sorti dans Péguerre. Donc voilà, merci aussi à eux parce que depuis quelques années, eux pour le coup, on ne peut pas leur reprocher de tenter des trucs sur le Tour de France. Ouais, malheureusement, ils tentent beaucoup. Parfois, leurs leaders ne répondent pas présents. Hier, ils ont tenté et un de leurs leaders, Mikel Landa, est très bien sorti. C'est beau ce qu'a fait Mikel Landa aussi. Bien sûr, c'est beau. Et puis on se rappellera aussi que ça a marché sur le Giro. Donc on peut pas. Évidemment, c'est une stratégie qui peut pas fonctionner à chaque fois, mais on peut pas dire que l'équipe Movistar aujourd'hui fait preuve d'attentisme. Voilà, ils utilisent leur leader. C'est pas toujours judicieux, mais il y a aussi une part de chance là-dedans. Je veux dire, Landa, il perd du temps sur la bordure à Albi alors qu'il est dans le bon groupe. Et s'il perd pas ce temps là-bas, il est dans le quatuor. Enfin, il est dans le quintet de tête avec les Pinot, Bourgman, Bernal, Thomas. Donc voilà. Attention à Landa qui va quand même, je pense, d'exploser tôt ou tard dans les Alpes, à courir à haut niveau et sur le Giro et sur ce début de Tour. Franchement, s'il arrive à terminer, c'est qu'il est très fort. C'est ce qu'il a fait en 2017, certes, mais on verra. Vous voyez ce classement des favoris auquel on va s'intéresser assez particulièrement désormais parce que, comme vous le voyez, ils sont très serrés. Donc du coup, c'est terminé pour ce débrief. On peut se lancer dans le débat. C'est parti. Le Tour de France se sont écoulés. Aujourd'hui, voilà, c'est la journée de repos. Et on va découvrir le classement général qui est toujours mené par Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe devant Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Egan Bernal est 5e. Alors, il y a Emmanuel Bourgman aussi qui est 6e, qui est pas loin. Mais voilà, 2-14 seulement entre le premier et le 6e. Paul, la première chose déjà, c'est ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tour aussi indécis. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu enlèves Julien Alaphilippe, ils sont 5 à se tenir en 39 secondes. C'est quand même assez fou. Après, je pense que dans ces 5-là, tous ne pourront pas jouer la victoire à Paris. Je pense que ça va surtout jouer entre deux hommes de ce classement. Mais quoi qu'il arrive, ça rajoute pas à ce folklore, mais à la beauté d'un Tour de France qui nous régale depuis cette semaine. C'est que Thibaut Pinot semble plus fort à la pédale, mais le fait qu'il ait pris un gros débours en première semaine nous offre du coup un tour très, très resserré avant les Alpes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, les Alpes, ce sera quand même une autre histoire, un autre Tour de France, puisque à mon avis, avec ces 3 étapes difficiles, comme je l'ai dit, je me répète, beaucoup d'altitude, beaucoup de dénivelé, j'ai l'impression que la vérité de ces 2 premières semaines ne sera pas du tout la vérité de ces derniers jours. Tu te souviens d'un tour aussi serré, toi, Robin ? Ouais, je me rappelle des affrontements contre Tador Schleck, notamment 2010, qui est très serré. Le tour de 2011 aussi. T'as regardé ma chronique la dernière fois ? Oui, bien sûr, regardez, je me suis régalé pour et je me rappelle aussi de Cadel Evans avec Andy Schleck l'année suivante. Il y a 2017 aussi, l'année où Froome gagne, fin de deuxième semaine, et ils sont assez resserrés après. Les tours serrés, surtout avant les Alpes, c'est assez régulier. Là, la différence, c'est qu'on a beaucoup de garçons. Généralement, ça se joue plus entre 2 voire 3 coureurs. Là, on a envie de dire qu'ils sont 6. Si on prend Alaphilippe là-dedans et qu'on considère que son matelas peut lui servir à faire une belle place. Mais oui, c'est assez... En fait, ce tour est illisible depuis le début. On pensait savoir ce qui allait se passer parce que sur le Tour de France, depuis 7 ans, on sait ce qui va se passer et ça se confirme à chaque fois. Depuis j'ai envie de dire même depuis 2009, le favori a toujours gagné le Tour de France. À part peut-être l'année dernière où on a cette histoire de Froome Thomas, mais sinon le favori gagne le Tour. Et là cette année, on a l'impression qu'on même Nibali en 2014, il prend une telle avance qu'en fait il n'y a plus de suspense en troisième semaine. Au moment où Contador et Froome abandonnent, on sait que ça va être pour lui. Donc finalement, depuis 10 ans, le Tour de France est devenu la course la plus lisible de l'année. Et là cette année, on a, je pense, la course la plus illisible de la saison, c'est le Tour de France. Et surtout, voilà, avoir autant de suspense et de rebondissement sur une course comme ça, c'est super inhabituel. Et je pense qu'on peut demander aux anciens, ça fait peut-être facilement 30 ans qu'on n'a pas eu ça, parce que avant la période, je dis depuis 2009, mais avant on avait eu Lance Armstrong qui aussi nous était le favori gagné tous les ans. Et avant ça, on avait eu Miguel Indurain pendant une période. Donc je veux dire, des tours indécis.
c'est de plus en plus rare. Et en plus, cette année, on a un Français qui est dans la bagarre. Et voilà, je me rappelle exactement, il y a mardi matin, il y a quasiment une semaine, on était là, on se demandait si Thibaut Pinot avait perdu le tour et on était quasiment tous d'accord pour dire oui. Et dans le chat, tout le monde nous disait oui. Et la une de l'équipe disait l'espoir brisé. Et finalement, la France entière, à part quelques très optimistes, dont tu faisais partie, Joseph, mais tout le monde était d'accord pour dire que Pinot, bon, il allait jouer le podium et que la victoire, c'était cuit. Et on se retrouve une semaine plus tard, même pas 6 jours, et on a Thibaut Pinot qui est dans la bagarre, qui est le plus fort et qui est replacé au général. Donc franchement, c'est un tour illisible. Et genre, aujourd'hui, faire des pronostics, on va le faire. Et on a envie, en plus, de se mouiller. Mais c'est tellement difficile. 5 coureurs qui se tiennent en 35 secondes, c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Polo, derrière Julien Alaphilippe. Donc je vous ai posé la question, qui va gagner le Tour de France? On va découvrir quels sont vos favoris. Voilà, on l'a fait en première semaine, on le fait désormais en deuxième semaine, même si aujourd'hui c'est une question à laquelle c'est très compliqué de répondre. Donc voilà, on vous avez donné votre favori. Paul, tu vois Geraint Thomas gagner. Robin, tu vois Thibaut Pinot. Je vois Egan Bernal. Bon, l'idée c'était de ne pas mettre les mêmes, comme ça on peut se taper dessus et voilà, et se rendre jaloux d'un bon pronostic. Pourquoi vous avez mis vos points des pronos d'étape là? C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Faudra voir le Tour le. de France, on l'a déjà fait. Faudra voir le coefficient du. C'est vrai, c'est pas faux. Et en plus, le prono du Tour, t'avais mis. On l'a déjà fait. C'est celui qu'on a fait au début. C'est vrai. D'ailleurs, faut pas dire pour qui je dis. On avait inversé. J'avais Thomas, t'avais Pinot. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on a inversé, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que ces 2 premières semaines a complètement tout changé dans nos têtes. On peut commencer par Thibaut Pinot, qui est l'homme évidemment qu'on va le plus suivre, qu'on supporte le plus, bien évidemment. Ce Thibaut Pinot, Paul, pour toi, il est aujourd'hui un peu en retrait par rapport à ton Geraint Thomas, par exemple. Je vais pas lancer. Oui, on peut faire ça. Allez, c'est pas mon gars, Thibaut. C'est vrai que c'est mon favori désormais, Thibaut Pinot. Et franchement, on passe par toutes les émotions pendant ce Tour de France parce que tu m'aurais demandé il y a 3 jours, je t'aurais dit c'est Geraint Thomas qui va gagner le Tour, qui était mon pronostic, on va dire, depuis Bruxelles. Mais ce week-end a tout changé. Et je le reconnais aisément. Et je suis super heureux de m'être planté sur Thibaut Pinot. Et qu'il me fasse mentir quand je disais que c'était terminé pour jouer le maillot jaune et que finalement il soit complètement dans la bagarre et qu'aujourd'hui j'en fasse mon favori parce que ça a été le roi des Pyrénées, le coureur le plus fort sur les 2 derniers jours. Et forcément, avant les Alpes, ça augure que des bonnes choses. Il n'y a plus de contre-la-montre. On parlait d'un parcours qui était fait pour les grimpeurs. Et ben on est en plein dedans. Thibaut Pinot a réussi à reprendre du temps à Geraint Thomas et même à tous les autres, ce que je pensais inimaginable. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'il va y avoir en travers de son chemin pour l'empêcher de faire pareil dans les Alpes? Alors bien sûr, le parcours des Alpes, moi je suis pas sûr que ça lui corresponde beaucoup mieux parce que les arrivées au sommet du Tourmalet et de Pradalbi, c'était parfait. L'étape à Valloire, bon, c'est une arrivée en descente. Non pas que Thibaut Pinot soit catastrophique en descente, mais c'est plus. Voilà, il a très bien progressé, mais c'est toujours plus difficile. Et voilà, alors on a la déclat de Thibaut Pinot là qui parle de son week-end. J'ai repris du temps à tout le monde, dit-il, et c'est très bien, il faut continuer. On est parti pour remonter au général et les étapes les plus dures arrivent. Si j'ai la bonne jambe, je continuerai à prendre du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire en lisant entre les lignes? Ça veut dire je suis revenu dans la course au général et maintenant c'est le maillot jaune qui se profile. Voilà, j'ai même pas la stat en tête, mais depuis quand un favori français du Tour de France n'a pas porté le maillot jaune? Ça doit faire plus de 20 ans. Et Thibaut Pinot, on rêve que de ça. Et ça peut arriver n'importe quel jour. René Galopin en 2014. Très peu. Donc, moi j'y ai cru. Évidemment. Mais je suis un éternel optimiste. Le Tour n'est pas gagné loin de là pour Thibaut Pinot. Mais rien que le fait d'être dans cette situation, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est difficile d'être optimiste pour les autres. Polo, du coup, tu ne mets pas Thibaut Pinot. Est-ce que tu as peur de lui porter malchance ou tout simplement qu'il a un truc en plus ou en moins justement que ton Geraint Thomas, par exemple? Il faut savoir une chose, c'est que si j'ai pas mis Thibaut Pinot, la raison principale, c'est parce que dès que je mets quelque chose en Tour de France, c'est l'inverse qui se passe. Donc hier, j'ai mis Geraint Thomas à la demande générale. Il y a plus de 3000 personnes qui ont voté. Il a perdu 50 secondes. Geraint Thomas a encore pris 50 secondes. Donc quand on m'a posé la question de qui allait gagner le Tour de France, j'ai mis Geraint Thomas. Mais je vais quand même le défendre parce que je pense quand même que Geraint Thomas est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce Tour. Mine de rien, il monte en puissance dans ce Tour de France. On l'a vu très fort sur une course de côte. Il monte en puissance. 50 secondes tous les jours. Non, mais hier, il a quand même très bien fini. Et il y a aussi ce doute de savoir s'il n'a pas roulé sur Bernal ou pas. Il a quand même décidé d'attaquer à la fin. Et il a mis une bonne attaque à la fin, mine de rien. Parce qu'il était à plus d'une minute à un moment dans cette montée sur Thibaut Pinot. Il finit à 46 secondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la question du rythme, elle ne se pose plus. Parce qu'on se demandait, après le Tour de Suisse, niveau rythme, comment
comment ça allait se passer, s'il allait être vite dans le coup. Cette première semaine, c'est plutôt bien passé pour lui avec la planche des belles filles. Et mine de rien, maintenant, il va arriver avec de la fraîcheur. C'est quelqu'un qui a peu couru. Il a pu se reposer, notamment après le Tour de Suisse. Et la fraîcheur sera très importante dans les Alpes, notamment par rapport à Thibaut Pinot, qui lui a vraiment brillé sur ces Pyrénées. Niveau fraîcheur, on ne sait pas trop comment il va arriver dans les Alpes. Et surtout, j'ai vu un Geraint Thomas qui ne s'inquiète pas une seconde de tout ce qui se passe et qui me semble encore très serein. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. Bah voilà, tiens, Il attend. Lui, il regarde surtout Julien Alaphilippe qui dit voilà, il est très fort, mais il faut maintenant faire attention à ne pas laisser beaucoup de temps à Thibaut Pinot. Pardon, il fait attention à Thibaut Pinot. Il est en grande forme. Il a de très bonnes jambes. Je vais profiter de la journée de repos pour récupérer. En tout cas, Pinot et Geraint Thomas, c'est ce duel auquel tout le monde s'attend, Romain. Oui, parce que Steven Kruijswijk, il n'a pas été aérien. On l'a vu être seulement capable de suivre hier, mais il n'est pas avec Bernal, il n'est non plus pas avec Thibaut Pinot. Emmanuel Bourman, il manque encore, je pense, de référence, donc on a du mal encore à le prendre complètement au sérieux. Et donc forcément, il reste ce duel Pinot-Thomas, avec 2 points d'interrogation malgré tout, qui sont Julien Alaphilippe, comment il va encaisser les Alpes, et qui est aussi Egan Bernal. Comment ça va se passer chez Ineos, parce que tout n'est pas non plus hyper clair. On l'a vu sur la montée hier de Pradalbi, on l'a vu avec les déclats de Thomas qui dit je pouvais y aller, mais j'allais pas ramener tout le monde sur Egan. Quand tu es le leader, quand tu es le patron, si tu ramènes tout le monde sur Bernal et tu t'en fiches. Donc hier il l'a pas fait, c'est que soit il nous manque quand il dit qu'il pouvait y aller, soit il y a des consignes de ne pas non plus aller contre la course de On Bernal. a une déclaration aussi d'Egan Bernal dans ces eaux-là, on va la mettre après. Polo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que si Geraint Thomas, comme je le pense, revient en forme dans les Alpes, au niveau ne serait-ce d'un Bernal, peut-être même un petit peu moins fort que Thibaut Pinot, mais ça va donner beaucoup trop d'armes à Ineos pour gérer la course. Si Bernal attaque, c'est Pinot qui va devoir rouler derrière. Si Thomas attaque, c'est Pinot qui va devoir rouler derrière. Et ça profitera toujours à Ineos derrière. Et à mon avis, ça risque d'être très dur à gérer. La seule chance pour Thibaut Pinot, c'est que Geraint Thomas ne retrouve pas et la même forme que sur les Pyrénées et ne retrouve pas sa forme, notamment celle qu'il avait dans les Alpes l'an dernier, dans les Alpes qu'il a vraiment survolé. C'est aussi qui m'inquiète, c'est qu'on parlait tout à l'heure, Thibaut Pinot, les Alpes, même s'il y a des cols, que ça arrive en altitude, que la difficulté des cols va s'enchaîner, on l'a vu sur le Giro l'an passé, c'est quelque chose qui réussit plutôt bien. C'est quand même par rapport au Giro des cols où il va faire très chaud. Des arrivées qui ne correspondent pas toutes forcément, et au contraire d'un Geraint Thomas qu'on a vu vraiment se balader tranquillement dans les Alpes l'an passé, surtout un Geraint Thomas qui monte en puissance, encore une fois, le fait qu'il ait accéléré hier soir dans la montée, dans la dernière montée, oui, mais Paul, un peu tu peux peur. pas non plus prendre ça, il perd 50 secondes, tu peux pas me dire que c'est rassurant de perdre 50 secondes. Il a le temps de se refaire d'ici les Alpes, on est d'accord, parce que je disais tout à l'heure, Alaphilippe a le temps de refaire du jus, ça marche aussi pour Thomas. Il a une journée de repos, 2 étapes plus ou moins faciles, mardi et mercredi, avant la grande bagarre qui va démarrer jeudi. Mais non, aujourd'hui, il n'est pas autant rassurant que Pinot, même que Bernal. Même, pour moi, il a même plus inquiété que Julien Alaphilippe, parce que Geraint Thomas, moi, je l'attendais dans la route Thibaut Pinot. Et il en est très loin les 2 jours. Donc non, c'est pas rassurant, c'est même inquiétant. Comment ils vont gérer ça chez Ineos, je sais pas. Ça doit être très chauffé dans le crâne de Nicolas Portal et de Dave Brailsford, parce que d'habitude tout est limpide et on est à la 2e journée de repos. D'habitude Sky, donc aujourd'hui Ineos, à ce moment-là ils ont le maillot jaune et ils ont de l'avance. Donc là t'as pas encore pris le maillot jaune dans ce Tour de France et tout le monde a vu que t'étais pas le plus fort. Donc tu peux le devenir d'ici les Alpes, parce qu'on en revient à ce Tour qui est lisible. Et on se rappelle de la planche des belles filles. Thomas il est le plus fort, il est le plus fort à la planche, il est à la rue dans les Pyrénées, il peut très bien revenir au top dans les Alpes. Mais pour l'instant c'est pas, en tout cas, si on doit faire un baromètre du week-end, Geraint Thomas il est pas haut. En tout cas, Egan Bernal, lui, son équipier, il n'est pas très clair quand on lui demande maillot jaune, maillot blanc, aide à Geraint Thomas ou pas. Il dit tout indique que je peux gagner le maillot blanc si je ne connais pas de gros problèmes. Mais le plus important, c'est d'aller chercher le maillot jaune. Et si à n'importe quel moment je dois me sacrifier pour Geraint Thomas, pour le Tour, je le ferai avec plaisir. Voilà, on ne sait pas vraiment où on en est du côté d'Egan Bernal, et on ne sait pas vraiment s'il le croit, en fait, s'il est honnête quand il dit ça. Moi, quand je lis ce genre de conversation, pas du tout de déclat, ça fait penser, c'est incomparable certes, mais c'est comme quand Bernard Hinault il dit qu'il va aider Greg LeMond à le gagner, et que finalement Bernard Hinault fait tout pour gagner ce Tour. Et moi, je pense que Bernal, il est un peu aussi dans cette optique-là. Évidemment, il a un leader, il est jeune. C'est peut-être un peu tôt pour lui, c'est peut-être pas encore son heure, mais en tout cas dans les jambes, c'est son heure. Il a le niveau pour gagner ce Tour de France, on l'a vu hier, bien meilleur que
que celui de Geraint Thomas, mais je pense que les niveaux vont se niveler un peu sur les Alpes. Je mise vraiment là-dessus. Et à partir du moment où je mise sur un Geraint Thomas qui est beaucoup plus fort dans les Alpes qu'il l'a été dans les Pyrénées, notamment avec cette histoire de fraîcheur qui, à mon avis, va lui profiter en 3e semaine, et ce sera plus la même confiture, et que ce soit face à un Pinot, et que ce soit face à un Egan Bernal, parce que là, pour le coup, c'est Geraint Thomas qui est encore devant au classement général aujourd'hui, même s'il n'a pas grand-chose, il doit avoir quoi, 15 secondes 30. sur Pinot. Ah, je croyais que tu parlais sur Bernal, pardon. Non, bah voilà, Pinot, 15, Pinot, il a 15 secondes, sur Bernal, il en a 30. Bah, mine de rien, voilà, il faudra lui reprendre à Geraint Thomas s'il est en forme dans les Alpes. C'est assez étonnant ce cas Egan Bernal parce qu'il y en a beaucoup plus qui le voyaient vainqueur du Tour en début de Tour de France. Et désormais, alors que dans les 2 dernières ascensions, il a été au niveau à la pédale, là désormais, qu'est-ce qui a fait, Robin, selon toi, qu'il est un peu descendu dans les pronostics de tout le monde? Il est au niveau, mais il n'est pas non plus étincelant, quoi. Il ne suit pas Thibaut Pinot sur les 2 ascensions. Il suit même pas Julien Lafilippe sur le Tourmalet et il se fait reprendre et il termine, il me semble, hier à Pradalbi, il termine avec Bourman qui le reprend de l'arrière. Et le fait qu'il arrive vraiment sur ces terrains avec 3 étapes où il va être dans des altitudes qu'il connaît parfaitement. Ouais, mais Pinot aussi, encaisse très bien l'altitude aussi. Geraint Thomas aussi. Geraint Thomas l'a montré, voilà. On verra. Alors si Egan Bernal a un énorme avantage sur l'école à 2000 mètres, ça va vite se voir. Moi, je ne crois pas que. C'est pas au moment où on va passer les 2000 mètres, Egan Bernal aura un boost et les autres vont être freinés. Hein. Donc, ce sera beaucoup plus insidieux que ça. Et surtout, on sait que Bernal, de toute façon, il respectera les consignes. Et chez Ineos, pour le moment, je pense qu'on se dit que la meilleure carte reste Geraint Thomas. Il ne faut pas oublier que Bernal s'est planté sur le contre-la-montre, malgré tout. Que sur les 2 ascensions, il fait mieux que Thomas, mais qu'à la planche des belles filles, c'est Thomas qui avait fait mieux. Donc, et voilà, on a ces 30 secondes dont tu parlais, Paul. Pour l'instant, de mon point de vue, ça joue encore en faveur de Thomas, qui a intérêt par contre de répondre présent jeudi. La grande question, personne l'a mis dans ses pronostics, mais c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui va arriver en 3e semaine, qui a montré ses limites tout à l'heure, on l'a dit dans le débrief, Paul. Pourquoi est-ce que on ne croit pas en Julien Alaphilippe? Parce que ce n'est pas un grimpeur et que là il a pu sauver les meubles sur une course de côte entre guillemets, parce que ça fait réagir quand on dit ça, mais sur le Tourmalet, mine de rien, ça a commencé à visser, à batailler finalement à 5-6 km de l'arrivée. Quand le reste de plus a pris les devants. Tout à fait. Et après, hier, on a vu sur une vraie étape de montagne, mine de rien, on n'était pas encore dans des altitudes importantes, mais il y avait beaucoup de dénivelé, beaucoup plus que la veille. Et là, il a un peu morflé à Alaphilippe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Alpes, il y a tout ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire beaucoup de dénivelé comme hier, et aussi beaucoup d'altitude avec la répétition des efforts. Sachant que c'est pas un grimpeur qui a déjà donné beaucoup. Voilà, il faut pas se mentir, et c'est triste parce que même moi, j'ai commencé un peu à y croire, mine de rien, à Alaphilippe en jaune. Ça gargarise de le voir comme ça. Mais les Alpes vont être fatales et dans les grandes largeurs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. T'es d'accord? Il va exploser, Julien Alaphilippe. Je sais que tu aimerais que j'ai un avis tranché. Hein. Et là, franchement, moi, je ne sais plus quoi en penser parce que je pensais, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il allait perdre le maillot au Tourmalet. Moi, je pensais aussi qu'il allait le perdre hier. Et donc là, franchement, oui, sur le papier, normalement, il est censé le perdre jeudi ou vendredi. Mais qu'est-ce qui va se passer, franchement? Si on analyse la situation avec ce qu'on sait de Julien Alaphilippe d'habitude, c'est-à-dire un puncher d'exception, mais pas un grimpeur, il aurait déjà dû le perdre, le maillot. Et si on analyse sur ce qu'on a vu depuis 2 semaines, c'est le meilleur coureur de ce Tour de France, il gagne le chrono, il fait 2 au Tourmalet et hier il a un petit moment de faiblesse. Donc basé sur ça, on peut se dire qu'il va gagner le Tour. La vérité, elle est sûrement quelque part entre les deux. Mais la réalité, c'est qu'une 3e semaine de Grand Tour, c'est toujours ce qui fait la différence. Tout à l'heure, je parlais du Tour 2017 où ils étaient en quarantaine de secondes à la fin de la 2e semaine et au final, Froome gagne devant Uran avec 2 minutes d'avance et les autres sont à 4 minutes. Il peut y avoir des écarts monstrueux sur la 3e semaine, Paul. C'est ça, il n'y a pas de chrono. Et tout à l'heure, on parlait un peu des Tours de France qui étaient vraiment sympas à suivre depuis quelques années. Il y a aussi ce Tour 2011, mais pareil, sur ce Tour 2011, il restait un chrono finalement après la montagne. C'est très bien d'être dans cette situation, ça change et là, la différence va se faire en montagne. Et surtout que le chrono qu'il y a eu était court, beaucoup plus court, et en plus n'a pas fait de grosse différence. Il n'y a pas de calcul possible. Le meilleur grimpeur va gagner ce Tour de France. Et ça, pour le coup, ça va être très cool. Après, qui ce sera Un mot quand même, c'est vrai que c'est impossible. C'est très compliqué. Je pense que Geraint Thomas, c'est quand même en position favorable. Il persiste. un mot quand même de Steven Kruijswijk, parce qu'il est là, il est à la bagarre, on le voit. On le voit toujours, tu as commencé à en parler. Il est au rupture Robin en montagne. Hein. Ouais. Il suit et puis il va faire son top 5, mais je l'imagine pas rentrer dans la bagarre. C'est fort ce qu'il fait, c'est fort parce qu'il est très fort, son équipe est forte, ça le sauve aussi, mais il est moins fort que Geraint Thomas. Il est moins fort que Geraint Thomas. Il a son niveau de l'année dernière. Il a son niveau de l'année dernière. Il est très bon en montagne. Il n'a pas
il a pas eu de gros coups de moins bien, mis à part un peu à la planche où il a un peu galéré en première semaine. Mais voilà, je pense qu'il a un tour en dessous. Hier, quand Pinot démarre, c'est lui qui est dans la roue, c'est lui qui s'écarte et qui se retourne pour voir qui va y aller. Et là, c'est à ce moment-là que Bernal Il peut pas y aller. Donc, et voilà. il peut pas y aller. Et c'est ce qu'il a dit. Il l'a très bien dit dans une interview là, dans l'équipe que je disais ce matin. J'ai vu Pinot accélérer, je pouvais pas y aller. Je pense qu'il est déjà très heureux d'être là. Il fait un très bon Tour de France. Tout à fait. Ce sera un peu dur d'espérer mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. En plus, il n'était pas voilà, sur le critérium du Dauphiné. Après, il a une forme ascendante. Je regardais, je me demandais s'il avait terminé fort le critérium du Dauphiné. Il avait abandonné sur la Bien dernière sûr, étape. il s'est préparé sur le tour, il monte en puissance, mais ça suffit pas pour moi pour aller titiller Ça ne suffit les pas. deux, trois meilleurs. Quoi. Non, mais je peux tout à fait vous comprendre parce que de toute manière, voilà, comme on le dit dans le chat, par exemple, la Josh qui dit Kruijswijk est un temps en dessous, je le vois terminer 3e Ouais. au mieux. Podium, par contre, on peut l'y mettre. Je pense qu'il n'est pas dans les 3 plus forts, mais il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir un Bernal qui se sacrifie pour Thomas ou l'inverse, soyons fous. Donc un podium, oui, c'est faisable. 3e, c'est pas impossible. C'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est terminé pour ce débat, les gars. On va voir dans une semaine qui aura raison, qui a tort. Meilleur, vous aurez tous les deux raison. C'est ça, on a Encore, tous les deux pronostiqué une fois Pinot, une fois Thomas. ça peut tout à fait s'inverser. Mais de toute façon, regardez nos émissions d'il y a 2-3 jours, vous allez voir qu'on dit des dingueries. Et en fait, c'est parce que des dingueries s'en passent aussi sur la course. Mais franchement, la vérité d'une imprévisible, n'est pas celle du lendemain ou de la veille. En tout cas, on préfère dire des dingueries ici, affirmer des choses et que la course nous donne tort ou raison parce qu'il se passe 12 000 trucs. Donc voilà. C'est terminé pour ce débat. On va pouvoir passer au moment tant attendu par le chat parce que c'est votre heure, c'est l'heure de la chatroom. C'est parti. La chatroom, alors je vois pas mal de messages. Pourquoi Barguil essaye de suivre les favoris Nadaloy? C'est vrai, Paul, c'est ce qui lui a coûté cher, par exemple, dans le Tourmalet. Ça a vissé derrière lui parce qu'il était trop proche au général et lui-même l'a dit que c'était pour ça qu'on ne lui avait pas trop laissé de marge. Non, je pense que dans le Tourmalet, ça a vissé pour les dessins des leaders de classement général, des vrais leaders. Moi, ça ne me choque pas qu'il essaie de suivre les favoris parce que je pense qu'à la pédale, avec les Alpes qui arrivent, il peut accrocher un top 10 et accrocher un top 10 du général. Je trouve que ce serait très fort pour Barguil. Et souvenez-vous, en 2017, quand il gagne à l'Isoire, il est placé aussi au général. Il fait 10, ouais. Et ça l'a pas empêché d'attaquer en anticipant la bagarre des favoris. Donc non, pour l'instant, je pense que s'il veut gagner, c'est beaucoup plus sûr d'essayer de s'accrocher aux favoris et d'attaquer comme il l'a fait au Tourmalet, peut-être d'un peu trop loin. Et après, il faut espérer qu'il y ait des situations de course où justement ça vise pas trop derrière, même si avec un Thibaut Pinot en ce moment qui a faim de gagner et de mettre ses adversaires sous l'eau, c'est quand même difficile de s'échapper. Mais non, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je pense que s'il veut choper une étape, un peu comme ça, avec les favoris à la pédale, en anticipant un peu, je pense qu'il peut y arriver. Il y a une question sur Lennart Kanma. Je dois avouer que quand je l'ai vu arriver, j'ai écarquillé les yeux. C'est un Allemand de la Sunweb. Robin, c'est un gars qu'on a découvert hier. Ouais, on va pas se mentir. Bah non, personne l'attendait là. On le connaissait équipier, Gregario. De là à imaginer qu'il allait être avec les meilleurs sur une ascension comme celle du Pradalbi, au moment où les favoris quand même sont en train de batailler sévère. Non, c'était très dur, impossible même à pronostiquer. Donc tant mieux, c'est en fait la bonne nouvelle du forfait de Tom Dumoulin, c'est que ça permet de révéler d'autres coureurs. On parlait un petit peu de Wilco Kelderman. Une génération allemande aussi. Ouais, tout à fait. Kamna, Bourman aussi, dont on n'a pas forcément parlé. Mais voilà, le cyclisme allemand revient fort. Bah, ils ont eu une grosse période de mou. Ce qui est bien, c'est que alors ils avaient pendant longtemps des gros sprinters. Voilà, le cyclisme après les affaires d'Ulrich a été presque banni en Allemagne. Et il était plus diffusé. Le Tour de France était plus diffusé à la télé. Voilà, c'est revenu depuis 2 ans, il me semble, avec notamment cette jeune génération qui fait plaisir aux Allemands, avec les histoires de dopage qui sont beaucoup moins répandues. Parce qu'à l'époque, on avait aussi la Gerolsteiner. Enfin, beaucoup d'histoires quand même en Allemagne. Donc voilà, aujourd'hui, ça va mieux pour le cyclisme allemand et c'est bien, oui, que de nouvelles têtes émergent. Des avis sur Henrik Mas, Tokar Dino 94 nous demande ça. Qu'est-ce que tu en as pensé du comportement d'Henrik Mas par rapport à Julien Alaphilippe, Paul? Du comportement d'Henrik Mas, j'écoutais Jackie Durand hier quand on parlait et qui disait que en fait Henrik Mas il a dû se passer un truc en interne chez Quick-Step pour je pense qu'il a tout simplement abandonné. Je pense que de ce tour, il doit le vivre, mine de rien, très mal. Ouais. C'était lui qui était là pour le général. Il se fait couper la chic par Alaphilippe qui vole sur l'eau.
il fait quand même un bon chrono. Le lendemain, finalement, il n'est pas si bien. Il voit qu'Alaphilippe est meilleur que lui. Du coup, il sait que chez Quick-Step, il n'aura jamais cette place de leader sur ce tour. Je pense qu'aujourd'hui, en n'ayant pas des jambes non plus exceptionnelles, il s'est dit je lâche tout. De toute façon, je me barre en fin de saison. Je vais rien pouvoir faire sur ce Tour de France. Je pense que dans la tête et niveau stratégique, il s'est dit j'arrête les frais pour ce tour. Un tour qui, mine de rien, même si pour la Quick Step tout roule, pour lui ça doit être un enfer, mine de rien. Une dernière question que j'ai vu passer à propos du maillot à pois, c'est typiquement, je crois qu'on va être dans une troisième semaine où personne ne va réellement le viser, en tout cas parmi les favoris, Peut-être mais Wellens. va l'avoir sans vraiment le vouloir, puis va se retrouver à le défendre, Robin. Peut-être, Thibaut Pinot a pris beaucoup de points entre le Tourmalet et Pradalbi. S'il nous refait un coup à Tignes, à Val Thorens, même au sommet du Galibier, il peut se retrouver avec le maillot. Après, peut-être que Tim Wellens va quand même aller le défendre. Et il y a malgré tout des cols hors catégorie plus tôt dans l'étape qui vont du coup donner quand même pas mal de points. Mais ça va être une belle bagarre et c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de prétendants désormais. Tim Wellens est à 64 points, Pinot 50 et De Rent, il en a 37. Ouais, sachant que l'école à plus de 2000 mètres d'altitude, les points sont doublés et que, comme l'a dit Robin, il y en a quand même pas mal sur des étapes où peut-être que les favoris ne joueront rien avant la dernière côte. Donc pour Wellens, il y a des choses à faire. Après, je pense qu'il doit être bien cramé, notre ami aussi. C'est terminé pour cette chatroom, les amis. Il est 46, on avance très rapidement. Ça va être ton moment, Robin. J'espère que tu es prêt parce que c'est le moment de la rétro-chronique du vélo. C'est parti. Jour de repos aujourd'hui pour le Tour de France. Du coup, on va un peu sortir des sentiers et des routes du Tour de France. On va parler. Alors, je t'avoue que quand je l'ai découvert, j'étais très excité parce que tu vas nous parler du Tour de Donald Trump. C'est quoi, Robin? Dis-moi Exactement. tout. Ça sort un peu de l'ordinaire, en effet. On en avait parlé sur la chronique du vélo il y a 2 ans. En fait, on est en 1989. Pour contextualiser, Donald Trump, donc l'actuel président des États-Unis, est le businessman le plus célèbre d'Amérique. Il décide d'investir dans le sport un peu à la façon d'un Bernard Tapie en France. Il se dit alors que créer un Tour de France de l'autre côté de l'Atlantique, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, l'épreuve va être même diffusée malgré tout par la NBC, donc une grosse chaîne américaine. Et on a la décla, il me semble, qui montre un peu la folie de l'époque. Le slogan de NBC, c'est donc quand certains d'entre nous achètent une bicyclette, Donald Trump achète une course cycliste. Donc ça montre la démesure de la chose et le fait que Donald Trump déjà à l'époque est insaisissable. Alors bien sûr l'idée elle est surprenante, mais il y a 30 ans, Trump il est très loin de la personnalité politique qu'il est aujourd'hui. C'est comme je disais un homme d'affaires, déjà clivant, mais malgré tout qui incarne la réussite dans les affaires. Et depuis une dizaine d'années il est dans les médias. Il a toujours été habitué à se lancer dans des projets un peu loufoques. Je disais comme Bernard Tapie, il est un peu l'icône contestable de l'homme qui réussit et surtout qui le fait savoir. Et comme Bernard Tapie, il investit dans le sport. Ça démarre par une équipe de foot américain. Ça marche pas franchement bien. Ensuite, il y aura le golf et la boxe où il aura un peu plus de réussite. Il deviendra même le conseiller financier de Mike Tyson. Donc là, il arrive à mettre un pied dans ce milieu-là. Et puis il y a la victoire de Greg LeMond sur le Tour de France en 1986, le premier Américain qui gagne le Tour, qui fait penser à Donald Trump. Tiens, c'est peut-être un sport sur lequel il faudrait aller placer ses billes. Et voilà, les Américains vont être de plus en plus friands de cyclisme. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est pour ça qu'ils s'engouffrent là-dedans. C'est vrai, Paul, que dans le cyclisme, on n'a pas forcément l'habitude des gros manias qui arrivent et qui mettent énormément d'argent et qui veulent qu'on le sache. On pensait, il y a du Oleg Tinkov qu'on connaissait pas mal à la Saxo. Mais en fait, on ne les connaît pas forcément. Tu en avais entendu parler, toi, de Donald Trump sur le Tour de France? Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais en fait, Vous voulez son tour, pardon. c'est tout Donald Trump, homme d'affaires avisé, quoi qu'on en dise, qui essaie de tenter des coups. Quand Greg LeMond gagne en 1986, ça doit insuffler, enfin du moins c'est ce qu'il pensait, et peut-être que son erreur était là, mais ça aurait dû insuffler un élan d'amour et de sympathie pour le cyclisme sur route professionnel aux États-Unis, chose qui n'est pas arrivée, du moins pas jusqu'à Lance Armstrong. Et au début, en plus, c'est même pas son idée, sa propre idée, ce que tu vas nous raconter. Mais il va s'y intéresser et lui, par contre, il va investir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un journaliste de CBS, donc une autre chaîne de télé, qui couvre le Tour en 87, l'année d'après la victoire de Greg LeMond. Le Tour 87 qui est en plus un des tours les plus enthousiasmants des 40 dernières années, avec beaucoup de suspense, des rebondissements dans tous les sens. Et donc il revient aux États-Unis des étoiles plein les yeux et il en parle à Billy Packer qui à l'époque est un illustre commentateur de basket. Il lui fait part de son idée. Billy Packer il est emballé, il veut lancer
lancer ce qu'on appelle à l'époque le Tour de Jersey, donc il ferait le Tour du New Jersey. Sauf qu'il a un problème, c'est qu'il faut financer cette course. Il faut trouver des sponsors. Billy Packer, il connaît Donald Trump, il lui en parle, et Donald Trump, il dit bingo, on y va. Il a l'idée déjà à l'époque de faire passer la course par les casinos qu'il possède un peu partout. Et pour rendre la course plus attractive, on se dit, bon, le Tour du Jersey, c'est sympa. Il y a un côté local, régional, mais ça va pas attirer les foules. Donc on va appeler ça le Tour de Trump. C'est plus facile, ça va attirer. Donald Trump, il est tout à fait chaud avec l'idée, hein, ça le dérange pas du tout. Donc ça démarre comme ça. Même s'il est clivant, malgré tout, quand on accole le nom de Trump, qui a écrit déjà à l'époque un best-seller sur comment réussir et en gros comment devenir riche, quand on met le nom de Trump quelque part, ça fait vendre. Et ça attire, au moins ça suscite l'intérêt. Même si Donald Trump a déjà des détracteurs. Donc pour cette première édition en 89, tout est pensé finalement. Il y a un prize money intéressant, 250 000 euros qui sont versés, 250 000 dollars pardon, qui sont versés aux différents vainqueurs, 50 000 juste pour le vainqueur final de l'épreuve. Il y a aussi des gros noms qui sont attirés. On a Eric Van der Harden, le vainqueur de Paris-Roubaix 87, Andrew Homsten, le vainqueur du dernier Tour d'Italie. Voilà, certaines équipes font même une croix sur la Vuelta pour venir courir le Tour de Trump qui se situe au niveau calendrier entre le Giro et le Tour de France. Malgré tout, c'est pas une franche réussite cette première édition. L'engouement populaire, il atteint pas du tout celui qu'on a sur les routes du Tour de France. Les gens sont pas dans la rue, les États-Unis sont pas un pays de vélo. Force est de constater que ça n'a pas pris en un claquement de doigts après la victoire de Greg LeMond. En plus, Trump est déjà clivant, donc il y a aussi beaucoup de gens qui manifestent contre son projet. Et on a même à New York des manifestants qui vont protester dans la rue contre le Tour de Trump, mais aussi surtout en vérité contre Donald Trump. Il fait tout pour que ça marche. On voit ces belles photos. Il va sur le terrain, etc. Mais ça va effectivement jamais prendre, Robin. Ouais, il est même de plus en plus présent sur la course parce qu'il se rend compte que ça prend moyennement. D'ailleurs, en 90, c'est la deuxième édition et il est encore plus présent. Il est sur tous les podiums pour remettre les maillots distinctifs. Il donne lui-même des conférences de presse, mais ça prend toujours pas vraiment. Il y a quelques couacs en plus avec notamment Van der Harden la première année qui perd le maillot sur la dernière étape, sur le dernier contre-la-montre parce qu'il suit une moto suiveuse qui prend le mauvais virage. Et donc voilà, le maillot est perdu. Le vainqueur final en 89, il s'appelle Dag Otto Lauritsen. C'est un Norvégien, c'est pas le plus prestigieux. En 90, c'est un petit peu la même histoire. C'est le Mexicain Raúl Alcalá qui est un tout petit peu plus connu parce qu'il a gagné une étape sur le Tour de France. Mais on n'a pas des grands noms vainqueurs de l'épreuve, donc ça joue un peu contre Donald Trump et contre sa course. Malgré tout, il continue d'être omniprésent, je disais Donald Trump. Il veut partir en 90 de Baltimore. Bon, les élus locaux sont moyennement chauds. Il leur promet du coup une invitation sur son yacht et puis l'histoire est réglée. Il a décidé qu'il partirait de Baltimore, il partira de Baltimore. Mais finalement, il comprend rapidement que cette histoire, ça va pas très bien fonctionner. L'engouement n'est pas au rendez-vous. Lui, il est en plein divorce. Il a des problèmes financiers. Fin 90, il décide que c'en est terminé de cette histoire de Tour de Trump. Il n'y aura eu que 2 éditions. C'est repris malgré tout par un autre investisseur, John Dupont, qui créera du coup le Tour Dupont, gagné 2 fois notamment par Lance Armstrong. Mais là encore, c'est très éphémère parce que John Dupont, il est accusé puis convaincu de meurtre. Donc l'épreuve s'arrête au bout de quelques années. Et c'est la preuve qu'à l'époque, dans les années 80-90, l'histoire d'amour entre les États-Unis et le cyclisme, elle n'est pas encore à son maximum. Sacré nom, John Dupont, j'aime beaucoup. Polo, c'est vrai que les tours aux États-Unis, ça prend pas quoi. Là en ce moment il y a les Tours de Californie qu'on aime beaucoup, mais alors qu'il y a eu une énorme montée en puissance avec Lance Armstrong, du monde à séduire, du monde qui suivait, mais ça n'a jamais réellement pris quoi aux États-Unis. Donald Trump s'est peut-être trompé d'une voire 2 décennies avant de lancer son tour, puisque la victoire de Greg LeMond n'a pas fédéré autant que les victoires de Lance Armstrong ont fédéré avant évidemment ces histoires de dopage. J'ai envie de te dire même encore aujourd'hui où Armstrong est vraiment adoré aux États-Unis, ça avait déjà plus fédéré à ce moment-là. Après, la question de faire un grand tour des États-Unis, elle est compliquée, voire impossible déjà pour des questions de calendrier. Où est-ce que tu fous un tour aussi grand, aussi gros, avec autant de décalage horaire notamment dans le calendrier? Comment tu fais avec le fait est que les États-Unis c'est grand, il y a beaucoup de paysages différents, ça peut être cool, mais tout est loin de tout en fait aux États-Unis. Les transferts auraient été très très longs. Des étapes, il n'y aurait eu personne sur la route parce que c'est mine de rien des grandes routes et au final les populations sont très concentrées dans les villes. Donc quoi qu'il arrive, ça aurait été une mauvaise idée. Il n'y a rien qui fait qu'un tour des États-Unis pourrait être une bonne idée. C'est pour ça que je trouve qu'un tour de l'Utah, un tour de Californie dans des régions, sur des événements d'une semaine, ça c'est bien. Et le tour de Californie est très bien tracé et je pense très intéressant. Et encore, tu verras, il n'y a pas énormément de monde sur les routes du Tour de Californie et encore moins sur celle du Tour d'Utah. Mais c'est pas culturel de toute façon. Il y a Louis qui est là en régie avec nous, qui a pris un vol d'Atlanta et qui fait partie de Roue Libre, qui nous dit qu'en ce moment à Atlanta, ils parlent pas du tout du Tour de France. C'est leur cadet des soucis. Ils sont pas intéressés
intéresser les Américains, quoi. Et en plus, si t'as pas un Américain qui est en train de jouer le général, tu peux être sûr qu'ils vont s'intéresser à autre chose, quoi. Donc, à la limite, dans les années Armstrong, dans les années Lehman, il pouvait y avoir un intérêt, mais aujourd'hui, c'est sûr que le cyclisme américain, il est pas au plus haut. Nomade qui nous dit le Tour du Massachusetts en voilà une belle. C'est Jamel Debbouze qui va y aller. Il va aller dans le Massachusetts. Mais tu vois, Il soupe pas soupe. Vandicus nous dit que le Tour d'Utah c'est une autoroute et c'est ça qui est dommage aussi, c'est que l'Utah c'est magnifique pour y être passé ensemble d'ailleurs Joseph dans Le tour de mes chaussettes, excuse-moi. Je craque, c'est trop Et dur. le Tour d'Utah qui a notamment pas mal de parcs nationaux, de belles montagnes, etc. Bah, le fait est que pour y aller, c'est des belles et grandes autoroutes, bah, un peu comme sur la Vuelta finalement. Donc voilà, en tout cas, une belle chronique, le Tour de Trump. En tout cas, si vous voulez relire et si vous êtes intéressé, c'est toujours sur Bien mon sûr, site sur Chronique du Chronique du Vélo. Et voilà, vous tapez, il s'appelle tout simplement le Tour de Trump. On s'embête pas sur les titres, hein, sur Chronique du Mais Vélo. t'as bien raison. Et il n'y a pas besoin de s'embêter. Demain, du coup, Robin, tu vas faire 2 jours avec nous. J'espère que tu es prêt. Oui, Parce que oui, là... oui, je vais reprendre un bon rythme. Aujourd'hui, c'était pas la journée la plus facile, mais là, on se remet dans le rythme et c'est bon. Et tu vas parler de qui? J'ai oublié. Tu sais, toi Non, je sais. Ah, c'est- Ouais, c'est pas l'étape de demain Je déjà. te lance comme ça des C'est trucs. Nîmes. Ah, ouais, Je n'ai Nîmes Albi. aucun souvenir de ce que j'avais prévu. Attends, je l'ai. Nîmes. Ouais. 23 juillet 2000, Eric Zabel ramène son 5e maillot vert à Paris. Et ben voilà. Il y en aura Eric encore un Zabel. 6e l'année suivante, record historique stoppé ensuite par McEwen. C'est la deuxième fois que tu vas nous parler de sprinter après avoir parlé de Exactement. Moncassin. Exactement. Donc rendez-vous demain pour ça. Mais avant ça, on va terminer l'émission avec, comme d'habitude, le quiz. C'est parti. Le quiz aujourd'hui, ce sont des questions. Ce sont 2 qui est-ce et 1 qui suis-je. Première question, on peut y aller, les amis. Excellent. Elle concerne Cyril Guimard. Il a remporté 7 Tours de France comme La directeur Ah ouais. sportif. Tu m'as- Vrai ou faux? On arrive. Ça y est, ils ont noté. Robin, qu'est-ce que tu as écrit? Vrai, bonne réponse pour tous les deux. 4 Un avec partout. Hinault, 2 avec les 3, 2 avec Fignon. Je te laisse Je sais mettre pas tes quel paroles. Je sais pas avec qui il a gagné ça. Avec Van Impe aussi avant, non? Il me semble. Fort possible. Peut-être. C'est On peut-être. va- Je n'avais pas la réponse. C'est Non, mais moi aussi, j'ai la réponse, c'est vrai, mais. Voilà. C'était un géant, c'était un seigneur et c'était le soleil. Antoine Blondin, par les deux. Luis Ocaña, Federico Bahamontes. Ça ne se copie pas, je vois. Ça n'a pas la même réponse. Polo dit Bahamontes. Robin dit Ocaña. C'est Ocaña. Oui, bah ça, à partir du moment où j'ai su que Robin n'avait pas la même réponse que moi, on est quand même dans son dadal. Hein. Alors on va chercher dans les dernières années. Ça 2-1. fait 2-1 pour Robin. Quand je l'ai pris dans l'équipe, il avait presque fallu le violer. Il se contentait du classement du meilleur grimpeur, mais je lui ai dit que bon sang, c'était le maillot jaune qu'il fallait jouer. Bon, Cyril Guimard parlait d'eux. Tu nous as donné Van Nîmes. un bon indice tout à l'heure. hein. Zotemelk. Et effectivement, c'est pour ça, Polo, que je ne t'ai pas répondu tout à l'heure. C'est parce que Ah, on malin. parlait de Van Impe. Voilà. Bien sûr, Lucien Van 6 Nîmes est la bonne maillot à poids. Ça fait donc 3-2 pour Robin. Zotomek, il jouait le maillot jaune, c'est juste qu'il n'arrivait pas à le gagner. Un coureur a fait 2 fois 3e des Tours de France 78-79. Qui est-ce? Agostinho ou Kuiper? Portugais. Vas-y, donne la réponse à Polo. Non, mais Ah, j'ai vu- On va qu'il était- découvrir j'ai vu qu'il était ensemble la réponse de Agostinho, Joachim Agostinho. Ils ont tous les deux la bonne réponse. Agostinho, c'est plus long à écrire que Kuiper. qui est décédé ensuite, tragiquement. Mais Kuiper fait 2e en 80, derrière Zotemelk. Ça fait 3-2. Oui. 3-2 ou 4-3? 3-2. 3-2. 3-2. Peut-être 4. Dernière petite Il y a question. plus un, quoi. Dernière petite question. Qui a remporté le maillot vert du Tour de France 2010? Thor Hushovd ou Alessandro Petacchi? C'est Hushovd en 2010 Hushovd Je sais que c'est pas ou- Petacchi, mais j'avais un. Petaki, non, il passait. Non, ouais. Petacchi, c'est 2012. Alors, et certain. parce que je vais Tu t'es vérifier. trompé, mon Joseph. C'est possible. Pour moi, C'est c'est Hushovd, possible. ça. Faute que Non, c'est pas j'assumerai. Hushovd, c'est Faute que j'assumerai pas Cavendish. totalement. Cavendish, c'est 2011. Ben, c'est désolé les gars. Tour de France 2010, Alessandro Petacchi qui est maillot vert avec 243 points devant Mark Cavendish. 2010 2010. Et oui les amis, 2012. tiens, regarde. Est-ce que tu veux vérifier? Incroyable. Ça te va?
Voilà, Polo, tu veux vérifier? C'est Non, bon, les gars? confiance. On fait confiance? Ah, ça On gagne fait confiance, très bien. Je suis bête. Vous allez tous les deux la Désolé mauvaise de t'avoir réponse. remis du en coup. question, Ce n'est pas Joseph. grave, ça, Vraiment. on a le droit de douter, on a le Parce droit que de douter j'étais dans la vie. sûr de moi en plus. Il n'y a aucun Moi aussi. problème. Je n'en serai Clairement, jamais écoute, j'ai vexé. même pas Sache-le, hésité. mon Robin. Donc voilà, ça fait donc toujours 3-2 pour toi. 2 qui est, on peut y aller pour un premier qui est dans le Barco. Dumoulin Non, Ah oui, non, je Je- vais dire je- du moulin. Auger non, Florent Brard. non. Un Français qui a, comme vous le voyez, Ah, gagné sur le Tour de France. Mon coutier. Chavanel Oui, Sylvain Chavanel. Rohan Montluçon 2008. Voilà, bravo Robin, ça fait donc 5-3. Yes. 5-3. Deuxième qui est, on peut y aller. Wiggins. Non, Dowsett Alex Dowsett, bravo Robin. 6-3, 6-3, mais t'inquiète pas Polo, il y a un qui suit. En fait, il est chez Sky ou Movistar, c'est marrant, il a le Il casque. est chez Sky, effectivement. Là, à ce moment-là, Ah, il c'est en Sky fait, était le c'est sponsor pas de oui, l'équipe l'équipe nationale, nationale. d'accord. Ah ouais. Ça m'a piégé, c'est pour ça que j'ai Très, Ah oui, fait oui, Sky aussi. c'est vrai. Mais il était chez J'ai Movistar. pas vu le Movistar. Et il Non. le gagne après une Pour ça, je deuxième me dis, fois pourquoi et il il a un sort- maillot Pourquoi horrible. Qui Il suis-je sort 2 Qui suis-je Il est midi, on est en retard d'1 heure. Il y a 6-3, je suis dans la course. Alors, est-ce que vous m'écoutez bien? Il vaut donc 4 points, ce qui suis-je. Je suis né le 24 juin 72 et c'est Golo, Gauthier qui laisse nous a le envoyé chat. Laisse cela. le chat. Mais pardon. Le 24 juin 72, je suis né. Après une longue carrière, j'ai pris ma retraite en 2012 sur le Tour de Californie. Je suis passé chez Rabobank, Katusha, Radio Shack et j'ai terminé Leipheimer. chez Green Edge. Et je suis notamment passé dans ces équipes. Ce ne sont pas toutes mes équipes. Ok. En 16 ans de carrière pro, j'ai 130 succès. Alan Davis. Non. Euh, Parmi eux, D'ailleurs, Finet non. N'importe quoi. N'importe Parmi eux, Tyler Farrar, tu veux dire D'ailleurs, Farah. 12 étapes du Giro, 12 étapes du Tour, 3 maillots verts, Ah non, 3 maillots verts. McEwen Robbie McEwen. bravo. Robbie McEwen, bravo. Ouais, Rien à dire. 12 étapes du Giro, 12 étapes du Tour, on s'était des gros. Très très solide. Je suis aussi passé chez Lotto, voilà, notamment. J'avais Donc, un américain c'est- dans la tête. Sa période la plus, finalement la plus connue, c'est on l'autre. laisse Polo digérer. On va regarder les résultats de la Fantasy Roue Libre. Hier, on a donné les mauvais résultats, mais ça ne change rien parce que Cyclo Gogo est toujours. Le même. hein. Gary est Il est toujours pas inquiet, leader Cyclo. devant Pif, mais ça se resserre toujours un peu plus. Il a plus que 70 points d'avance, mais il est toujours leader. Voilà. Je suis pas super loin, je gagnerai pas, mais je suis pas. Ah, on sait jamais. Tu sais, troisième de Totalement cette semaine, Cyclo Gogo, il peut faire une C'est Simon vrai. Yates. Il faut que je fasse des C'est transferts. jamais. Là. Il faut que je fasse des transferts. Je vais devoir vendre un leader. J'ai On voulu- va suivre ça, mon cher Robin. En tout cas, vous deux, vous êtes là demain. Bien Moi, je Ouais. ne suis pas là Ah oui, demain. c'est vrai. Ah oui, c'est Je vous vrai. laisse, Voilà, ça. Je vous laisse le lead, les gars. Encore plus de travail pour Polo, ça. C'est vrai qu'il va y avoir une grosse On sera, après-midi mais on Polo, sera mais tous ensemble il pour y a- toutes les étapes des Alpes, c'est ça exactement. Après, on est toujours là. Plus. Après, on est toujours là. Exactement. Merci à vous deux. Merci Ça les va, rouleurs. Joseph. Merci, Et on se Joseph. retrouve demain en live à 11h. Ciao les amis. Salut. Salut.